Toutes nos histoires sont tirées de faits réels. Et pour préserver l'anonymat des protagonistes, des comédiens interprètent leur rôle. Un célèbre avocat du barreau de Paris m'a dit un jour un peu désabusé que, selon lui, la justice, c'était une immense hypothèse. Eh bien, l'histoire que vous allez voir maintenant illustre ce propos. Car, lorsque les faits accablent un présumé coupable, lorsque les événements se liguent contre lui, est-il encore possible de démêler le vrai du faux et de rendre la justice avec sérénité? Marcel Vigo a 45 ans, mais il pourrait en avoir 60. Il est sans âge, sans adresse. Il appartient à ces êtres de l'ombre, clochards ou SDF, que la vie a malmenés ou qui ont décidé de payer au prix fort leur liberté. Le 26 octobre 2002, Marcel s'est abrité sous un porche pour se protéger d'une pluie fine et glaciale. Il attend Yvan, celui avec lequel il partage depuis toujours le vin et certaines utopies. Soudain, la porte de l'immeuble contre laquelle il est appuyé s'ouvre brusquement et un jeune homme élégant apparaît. Il sort de sa poche un étui et offre à Marcel une cigarette à bout d'oreille. Le vagabond accepte de bon cœur. À cet instant, le piège s'est refermé. Marcel se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Il pleuvait ce soir-là, je me rappelle. Il devait être 22 h, il n'y avait pas un rat dans les rues. Puis d'un seul coup, je l'ai entendu gueuler, Marcel. Mais vraiment, il gueulait comme un putois, là. Il était dans un appartement, là-haut. Il bouffait, justement. Ouais, il bouffait, le gars Marcel. Alors, il avait une cuisse de poulet dans une main, un litron de rouge dans l'autre. Puis ça, il gueulait. Ça, j'aime mieux dire que Marcel, c'était un gueulard. Ah ouais. Moi, je l'ai bien connu, Marcel. Marcel a-t-il raison d'entrer dans cet immeuble attiré par un inconnu? Il ne sait pas à cet instant que la mort va croiser sa route. Celui qui a fait ça, c'était un boucher, quoi. Seul un monstre était capable de faire une chose pareille. Ouais, alors je lui ai demandé ce qu'il foutait là-haut, moi, le gars Marcel. Avec qui il était, chez qui il était. Mais Marcel, qu'est-ce que tu fous là-haut, je lui ai dit. Ah ouais, c'est ce que je lui ai dit, moi. Il m'a dit, on s'en fout, Yvan, allez, viens, monte, tu verras, c'est bien, c'est bien. Mais il faisait tellement de boucans, ce gars Marcel, que moi, j'avais pas envie d'avoir de problème, alors je me suis cassé. Parce que Marcel, les problèmes, ça, il les connaissait aussi. Alors là, il a commencé à me traiter de tous les noms, vraiment d'abruti, de pauvre mec, d'ahuri. C'était un gueulard, le Marcel, vraiment, c'était un gueulard. Puis après, quand il m'a raconté vraiment ce qui s'était passé, mais je vous jure que j'ai eu du mal à le croire. D'ailleurs, personne n'y a cru à cette histoire de prince donateur, et encore moins les jurés. Il m'a dit qu'il n'avait pas vu la tête du mec qu'il a croisé. Faut dire qu'il faisait noir. Il faisait noir à l'entrée de l'immeuble. Mais Marcel, il s'en foutait. Ouais, il s'en foutait, Marcel. Lui, ce qu'il avait surtout repéré, c'était que le mec, c'était vraiment le pigeon idéal. Ce mec, il portait des super pompes vernis noirs, un costard, mais alors le truc super coupe. Et puis alors un étui en or, mais alors un étui à cigarette en or extra. Il a même dit à Marcel qu'il allait lui donner. Lui offrir, il lui a dit à Marcel. Alors tu m'étonnes. Pour moi, c'est évident, il se moquait de moi. Plus je l'interrogeais, plus il faisait semblant de rien comprendre. Il bredouillait, pourquoi j'aurais fait ça, pourquoi j'aurais fait ça. Mais attention, c'était pas un inconnu pour nos services. Il avait déjà été fiché pour voie de fait. Et c'était un violent. Alors le mec, il lui a expliqué à Marcel, là, il lui a expliqué que là-haut, il y avait tout un tas de victuailles, quoi, tu vois, un vrai festin. Mais que le mec, il devait se casser. Alors, plutôt que la nourriture soit perdue, il voulait l'offrir à Marcel. Il a même dit qu'il pouvait dormir sur place. Mais le petit truc, c'est qu'il fallait qu'il déguerpisse au matin parce que, bon, on sait pas pourquoi, mais une histoire de dingue, quoi. Alors le gars Marcel, il s'est pas fait prier. Il allait bouffer, il pleuvait dehors. Alors le mec, il s'est cassé, le gars Marcel, il est rentré à l'intérieur. Ah ouais. Moi, je crois que j'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose que Marcel. Je crois que je serais rentré aussi ce jour-là. Tout semblait indiquer qu'il avait pris son temps et qu'il était forcément sûr de lui. Et effectivement, j'étais pas loin de la vérité.
Genre le mec il s'est pas foutu de sa gueule à Marcel, hein. Ah ça non. Parce qu'il y avait vraiment plein de bouffe. Il y avait du pinard, il y avait des huîtres, il y avait du saumon, il y avait du poulet, du pâté. Vraiment, il y avait un truc monumental. Il y en avait partout. Mais alors le petit truc qui était un peu bizarre, c'est que la table était mise pour deux. Genre, je sais pas, petit dîner comme ça, romantique, avec les chandelles. Enfin, tu vois, dîner d'amoureux, quoi. Hein. Alors il était mort de rire, le gars Marcel. Mort de rire. Moi, j'aurais rigolé aussi, je crois, hein, si j'avais été avec lui. J'avais l'impression qu'une tornade était passée par là. Il y en avait partout. Il y avait du vin sur les fauteuils, sur la table il restait de la nourriture. Puis lui, il était là, crasseux, là, échoué comme une baleine sur le tapis blanc. Bon, j'avais l'impression qu'il avait forcé sur la bouteille. Hein. Parce que malgré tout le ramdam, hein, eh ben, il ronflait, comme ça. Ah, c'était écœurant, tiens. À quoi rêve Marcel, confortablement étendu sur la moquette de ce luxueux appartement? Au repas plantureux qu'il vient de déguster, à une plage tropicale baignée de lumière, à une éternelle liberté dont il pourrait jouir sans entrave, à une femme peut-être. Marcel ignore que les images chatoyantes qui flattent son esprit ne reviendront pas de sitôt. Car dès son réveil, ces agréables illusions se transforment en cauchemars bien réels. Ah, c'est la femme de ménage qui a découvert le corps au matin. Elle nous a appelés tout de suite. Quel travail. Moi, j'en ai vu dans mon métier. Hein. Mais alors là, ça m'a fait un choc. Hein. Elle avait été étranglée, égorgée avec violence. Oh, c'est bien simple, encore maintenant, je revois la scène. C'était une femme plutôt jolie, jeune. Elle avait des yeux verts, écarquillés, qui fixaient le plafond. Mais les flics, quand ils ont réveillé le gars Marcel, il était pas très net. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il avait même pas dessoulé, le gars Marcel. Il savait pas trop où il était, il savait pas. Mais je suis presque sûr qu'il savait pas que la bonne femme était derrière le canapé. Sinon, il serait pas resté, Marcel. Ça, j'en suis certain. Lui, ce qui lui intéressait, c'était de bouffer, picoler un peu. Je suis sûr qu'il a même pas visité l'appartement, le gars Marcel. Mais les flics, va leur faire comprendre ça, la flicarte. Hein. Ah ouais. Ça, c'est autre chose. Hein. La femme de ménage l'a certifié dans sa déposition. Sa patronne lui avait donné sa soirée. Ben, apparemment, elle attendait quelqu'un pour dîner, qui n'est jamais venu. Alors, elle a passé la soirée toute seule. Mais attention, la porte, elle ne l'a fermée apparemment jamais. Marcel est réveillé avec violence par la police. Et ce qu'il découvre en regardant autour de lui dépasse en horreur ses pires cauchemars. Là, à quelques mètres, j'ai une femme égorgée, renversée sur un canapé, couvert de sang. Marcel ne tarde pas à comprendre que la femme a été tuée chez elle, dans son appartement, et qu'il est bien sûr le coupable idéal. Tout était sous nos yeux. L'arme du crime, un opinel qu'on avait retrouvé dans la poche de M. Vigo, la blessure à la main qui témoignait de la lutte, et tous les événements s'enchaînaient. À mon avis, il avait dû rentrer par la porte restée ouverte, et puis ensuite, il avait dû commencer à manger, à se repaître, et il a dû être surpris par la victime, qui l'a supprimé, sans dire un mot. Mais le plus étonnant dans l'histoire, c'est qu'il a terminé son repas à quelques mètres du cadavre, et puis ensuite il s'est endormi. Le gars Marcel, il m'a dit qu'il avait essayé de leur expliquer, qu'il n'avait pas trouvé de tire-bouchon, qu'il faisait sombre. Mais ils l'écoutaient même pas, les flics. Ils n'écoutaient même pas le pauvre Marcel. Ah non, ça, ils l'écoutaient pas, le pauvre Marcel. Je crois que tout le monde a été soulagé. On avait attrapé un monstre, et l'affaire était classée. Arrêté, placé en garde à vue puis en détention préventive, Marcel comparaît 8 mois plus tard devant une cour d'assises. Il a beau clamer son innocence, jurer qu'il ignorait tout de la femme retrouvée morte dans son appartement, dire que s'il se trouvait sur les lieux, c'était parce qu'un jeune homme l'y avait invité, aucun membre du jury ne croit à son histoire. Comment le pourrait-il? Son récit est inimaginable. Après 1 heure de délibération, le vagabond est condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Marcel croupit en prison depuis 6 mois, lorsqu'un homme pousse la porte d'un commissariat de police parisien. Il porte une valise, semble épuisé. D'une voix blanche, il se présente à l'accueil et demande à voir d'urgence un inspecteur. C'est au sujet d'un meurtre,
a-t-il juste la force de murmurer avant de s'effondrer sur une chaise. Mon client, M. Laurent C., avait 30 ans au moment des faits. Il n'avait jusqu'alors jamais eu affaire à la justice. Fils de bonne famille, sans précédent, j'envisageais alors pour lui avec optimisme une réduction de peine. Plus la déposition avançait, et moi plus je m'enfonçais dans mon fauteuil. Il était là, en face de moi, jeune, élégant, mais fébrile. Écoutez, j'avais l'impression d'avoir un gamin qui avait chapardé dans un supermarché. Il se rendait pas compte. Il semblait tomber du ciel. Je me préparais à plaider le crime passionnel, l'affaire en avait tous les aspects. Mon client fréquentait régulièrement la victime. Ils entretenaient ce qu'il est commun d'appeler une liaison. À 30 ans, quand on est amoureux, on est parfois jaloux. Trop jaloux. Mon client s'est rendu le soir du 26 octobre au domicile de la victime, certain de la surprendre avec son amant. Sur place, la table dressée pour deux parlait à elle seule. Une dispute, le ton monte, et mon client commet l'irréparable. A priori, un cas classique. J'ai eu du mal à me contenir. Je comprenais que, comme tout le monde, moi aussi, je m'étais planté. Quand Monsieur Laurent est venu m'avouer en pleurant qu'il avait tout de suite pensé, en voyant le clochard derrière la porte, qu'il l'accuserait à sa place, alors là, j'ai failli lui sauter à la gorge. Mais pourquoi il n'était pas venu me le dire plus tôt? Mon client était parti à l'étranger quelques mois après l'homicide. Il n'avait pas suivi l'avancée de l'affaire. Et c'est parce qu'il était écrasé par le remords, parce qu'il ne pouvait plus supporter l'image du crime qu'il avait perpétré de ses propres mains, qu'il est revenu à Paris pour se dénoncer. En arrivant au commissariat, je l'ai découvert là, dépité, honteux. Il m'a regardé avec des yeux ronds et stupides, et il tremblait en fumant une cigarette. Puis il m'a dit « Ah bon, il est monté le clochard ?» Bien évidemment qu'il était monté, jugé, emprisonné. C'est en rencontrant l'inspecteur chargé de l'enquête que j'ai découvert que ma tâche allait sérieusement se compliquer. Ça faisait des mois qu'il était enfermé, le gars Marcel. Moi, je savais plus quoi lui raconter. Mais merde, fallait qu'il tienne, quoi. Qu'est-ce que je pouvais lui raconter de plus, maintenant? Vous avez attendu un jour de trop, je lui ai dit. Mais il n'a rien compris. Il bredouillait. Eh ben, plus il bredouillait, moi, plus j'avais envie de l'égorger. Ce jour-là, au parloir, il n'y avait personne. Je n'ai pas compris. J'ai appelé le gardien. Il m'a dit en regardant ailleurs, il n'y a plus de Marcel Vigo ici. Mais je vous jure que j'avais pas bu. Hein. J'avais toute ma tête à moi. Mais je voulais pas le croire. Ils l'ont retrouvé le matin même. Pendu. Pendu au bout de sa chemise, le gars Marcel. Il répétait en boucle « Mort? Il est mort ?» Bien évidemment qu'il était mort, pendu dans sa cellule, au matin, le jour même où il était passé aux aveux. Franchement, je peux vous dire que Marcel Vigo, il n'a jamais eu de chance. À un jour près, il était libre. À un jour près. À un jour près, j'aurais pu le retrouver, le gars Marcel. Bon, il m'aura encore saoulé la gueule avec son histoire. Personne ne l'aurait cru. Mais en tous les cas, je peux vous dire que pour lui, la rue, c'était le paradis. Le paradis. Et que derrière les barreaux, il n'y avait pas de vie. Mais qu'une vraie amitié était née sur le trottoir. Une vraie amitié. Et ça, c'est du solide. Allez, mon Marcel. Je pense à toi, mon Marcel. T'es mon Marcel. Parce qu'à son procès, le récit de Marcel Vigo était rocambolesque. Parce qu'il était proprement incroyable. La police et le juge d'instruction n'ont pas cherché plus loin. Pourquoi en effet douter de l'identité d'un meurtrier lorsqu'il s'agit d'un vagabond retrouvé ivre, repu, couvert de sang dans un salon bourgeois à proximité d'un cadavre? Souvenez-vous,
de ce que me disait mon ami avocat. La justice est une immense hypothèse. Cette hypothèse s'est malheureusement démontrée. Et Marcel l'a payée de sa vie. On dit de Paris qu'elle est la ville lumière. Mais pour les âmes en peine et pour les cœurs brisés, Paris peut se transformer, croyez-moi, en cité des ténèbres. Tenez, Jeanne a 24 ans et elle vit seule dans son coquet appartement à la lisière du bois de Boulogne. Secrétaire comptable dans un important laboratoire pharmaceutique, elle gagne confortablement sa vie et se passionne pour la musique. D'éphémères compagnons ont partagé sa vie, mais le dernier en date n'est plus aujourd'hui qu'un douloureux souvenir. Ainsi, quand la jeune femme rentre chez elle le soir, personne n'est là pour l'accueillir et sa vie coule, sans haut ni bas, sans joie ni peine. Une petite vie, terne, banale. Ce jour-là, j'avais décidé que tout devait s'arrêter. C'en était vraiment trop. Ma vie à l'époque, franchement, désespérément banale. J'avais un boulot qui me plaisait, mais sans plus. J'étais célibataire, mais je pense que j'aurais été avec quelqu'un, ça aurait été la même chose. J'avais plus goût à rien. Je crois que c'est ça la déprime, ouais. Vraiment. Ça vient pas d'un seul coup, hein. C'est des petites choses qui s'incrustent, qui s'accumulent, qui nous tirent vers le bas et de la mélancolie. L'idée que la vie, si c'est ça, ça sert à rien. Qu'est-ce que je pouvais faire à 6000 km de distance? Moi, j'étais à New York, elle était à Paris. J'étais complètement paniquée. Vraiment, ce jour, je m'en souviendrai toute ma vie. Je vais vous dire, les histoires comme celle-là, on n'en voit qu'une dans une carrière de policier. Une seule. Alors, j'ai eu envie d'en finir. Cette jeune fille, je n'en avais jamais entendu parler. Et après, cette histoire est devenue un peu pour moi comme une seconde fille. J'ai pris tous les médicaments qui traînaient et je me suis allongée sur le lit. J'ai attendu 20-30 minutes. Je me suis sentie bien, comme transportée un peu ailleurs. Et j'ai pris un rasoir et je me suis donné des petits coups sur les poignets. Je me souviens pas avoir eu mal, hein. J'étais droguée, donc ça saignait beaucoup, c'est tout. Il était minuit et demi. En France, on compte un suicide toutes les 40 minutes. Ouais, c'est vrai, ce sont les chiffres officiels. Et ça ne s'arrête pas la nuit, au contraire. C'est là qu'on en a le plus. L'isolement, l'idée qu'autour de vous tout le monde dort, que personne ne pourra vous arrêter. Ouais, je vous dis, dès que la nuit tombe, les gens ont des idées noires. J'ai voulu prévenir quelqu'un pour expliquer mon geste. Il y en a qui laissent des lettres. Moi, j'avais envie de parler une dernière fois. J'ai pris mon carnet d'adresses, j'ai regardé tous les noms des amis, de la famille, des copains à Paris. Et là, je me suis dit, si t'appelles quelqu'un à Paris, il va tout de suite t'envoyer les pompiers ou je ne sais qui, t'auras tout raté. Et non. Ce jour-là, j'avais vraiment pas envie de me rater. 10 ans plus tôt, rêvant d'Amérique comme beaucoup d'adolescentes, Jeanne avait bouclé son sac pour rejoindre une famille d'accueil à New York. Un séjour de 3 semaines inoubliable, partagé entre visites culturelles, rencontres, découvertes. Édouard, le garçon de la famille, avait été à la fois son guide attentionné et son flirt affectueux. Et c'est lui, alors que chaque seconde la rapproche maintenant de la mort, c'est lui qu'elle décide d'appeler. Mais se souvient-il seulement de la petite Française d'autrefois? On avait gardé le contact et alors elle savait ce que je faisais et je savais ce qu'elle faisait, son travail, sa vie. Mais là, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu de contact avec elle, alors j'avais presque oublié, oui.
À 6h30, je me souviens vraiment très bien, à 6h30 du soir, tout à coup, le téléphone a sonné. Quand on appelle aux États-Unis, il y a un long silence et puis après, il y a une autre sonnerie très particulière qui vient de loin. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit qu'il allait répondre très vite. Alors, j'ai décroché, je dis « Hello? Hello? » J'entendais rien. Are you there? Je parlais en anglais, évidemment, je ne pouvais pas savoir quelqu'un appelait de France. Je l'entendais, mais je ne pouvais pas lui parler. J'entendais la respiration comme ça. Alors, j'ai continué. « Hello? Hello? » Édouard, c'est Jeanne. Voilà, c'est tout ce que je lui ai dit. Jeanne? Ah, mais je ne connaissais pas 5 ans, Jeanne, je ne connaissais qu'une seule, alors je savais exactement qui c'était. Mais en même temps, j'étais surpris parce que, comme je disais, ça faisait tellement longtemps, mais j'étais content, vraiment. Alors j'ai dit, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Et là, elle me dit quelque chose de complètement horrible. J'étais choqué. Et puis j'ai tout dit, les médicaments, l'envie d'en finir, la lame de rasoir, le sang, que c'était trop tard et que j'avais juste besoin de dire à quelqu'un. Alors, pendant un moment, je me dis, c'est pas possible, c'est une blague, on fait pas des blagues comme ça, seriously, I mean. Et alors, je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Il faut que quelqu'un vienne t'aider. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Regardez, je suis ici, à 6000 km de distance, je sais pas qu'est-ce que je peux faire. Et je commence à paniquer. Édouard, c'était le correspondant américain de Mathieu, mon petit-fils, qui est à Londres maintenant. Les parents d'Édouard, chaque année, recevaient des étudiants étrangers pour des séjours linguistiques. Édouard, je ne l'ai jamais vu. Mais Mathieu m'en a beaucoup parlé. Ils étaient devenus amis. C'était un garçon de la Suisse et que j'avais connu il y a longtemps, qui était aussi venu dans ma famille, comme Jeanne, comme d'autres personnes qui étaient venues. Puisque la maison, comme je disais, c'était plein de gens qui venaient. C'était, comme vous dites, l'auberge espagnole. Alors, moi, je me dis, il faut absolument faire quelque chose. Il faut appeler ce Mathieu, même s'il est en Suisse. Et puis, bon, la Suisse, la France, pour moi, c'est le même pays, c'est la même région. Vous savez, aux États-Unis, on n'est pas très bon en géographie. Alors, je me dis, c'est pas grave, ils se connaissent pas. C'est pas grave, il faut qu'il appelle les secours en France et qu'il fasse quelque chose. C'est pas grave s'ils se connaissent pas. Et moi, je parlais pas français. Et bon, alors depuis, j'ai appris un peu le français. Voilà, je vis d'ailleurs en France. Le téléphone a sonné. C'était en pleine nuit, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il était arrivé quelque chose à mes enfants. Je me suis précipitée sur le téléphone et là, j'entends « Mathieu ! Mathieu !» J'ai compris tout de suite qu'il s'agissait d'un étranger. J'ai essayé de parler anglais, c'est la seule langue que je connaisse. Quand j'ai entendu cette femme parler en anglais, tout de suite, j'ai été rassuré parce que je me suis dit, bon, Jeanne, elle est pratiquement sauvée. Hey. Mathieu, c'était Mathieu, mon petit-fils. Alors là, j'ai pensé tout de suite à Édouard. Je sais pas pourquoi, mais j'ai fait le rapprochement. Mais je ne savais pas du tout. J'appelais chez la grand-mère de Mathieu. Il m'avait donné ce numéro, peut-être parce qu'il passait ses vacances là-bas. Je ne me rappelle plus. J'entendais tout au téléphone. Édouard avait repris une autre ligne et il essayait de joindre quelqu'un en France. Je voulais pas y croire. Vous pensez, un Américain me téléphone, à moi, une grand-mère qui habite Genève, pour me dire qu'il est en ligne avec une jeune fille de Paris qui est en danger de mort et qu'il faut que je fasse tout pour la sauver. Et il faut sauver Jeanne, il faut envoyer les secours, il faut faire quelque chose. Voilà, c'est ça que j'ai dit à Alice. Elle me demandait son adresse et moi, je ne le savais pas. J'avais pas du tout envie d'être sauvée. Et puis, je sais pas pourquoi, je lui ai donné mon adresse.
Alors, j'avais d'un côté Paris au téléphone, j'avais de l'autre côté la Suisse, et moi j'étais là au beau milieu à 6000 km en train d'essayer de gérer cette crise. Et il y avait quelqu'un de l'autre côté au téléphone qui allait peut-être mourir et qui s'est vidé de tout son sang, et c'est n'importe quoi cette histoire. Il m'a donné l'adresse, 25 rue de Passy. C'est tout ce que je savais. Elle s'appelait Jeanne, cette jeune femme que je ne connaissais pas, et qui perdait tout son sang, et qui pouvait mourir d'un moment à l'autre chez elle. Et c'était à moi à trouver comment faire pour la sauver. Et je disais qu'il fallait appeler les secours, appeler la police, faire quelque chose. Que moi, je ne pouvais pas le faire. Et il fallait que je reste au téléphone avec Jeanne. Et en plus, de toute façon, moi, je ne parlais pas français. Donc la police, il n'aurait rien compris à ce que j'aurais raconté. Je raccrochais le téléphone. J'ai tout de suite appelé les renseignements à Genève pour avoir le numéro de téléphone de la police à Paris. Mais moi, à Genève, je ne savais pas qu'il y avait tellement de commissariats de police à Paris. Et j'avais perdu le contact avec Alice depuis déjà 1 minute. Ça me paraissait des siècles. Et de l'autre côté, j'entendais plus Jeanne. J'étais à bout de nerfs. J'ai hurlé dans tout le bureau. Et j'ai dit au policier que ma fille, Jeanne, avait fait une tentative de suicide à Paris, au 25 rue de Passy. J'ai appris bien après qu'Alice avait dit au policier qu'elle était ma mère. J'ai agi pour elle comme j'aurais agi pour ma propre fille. Le policier m'a dit qu'il allait envoyer tout de suite une patrouille et qu'il allait prévenir les pompiers. On ne pouvait plus rien faire. On était complètement impuissants. À cet instant précis, Édouard et Alice ont joué leur va-tout. Édouard a téléphoné à Alice, qui de son côté a réussi à joindre la police française. Mais la police est-elle déjà en route? Jeanne est-elle encore en vie? Figés devant leur téléphone, Édouard et Alice ignorent tout des événements qui se déroulent à Paris. Ils n'ont d'autre choix que d'endurer l'épreuve insupportable de l'attente. Et attendre. Et je n'entendais plus rien au téléphone et je me disais c'est trop tard. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire pour gagner du temps? Et rien, c'était trop tard. Mais je ne pouvais pas raccrocher. Et les silences, ça m'a fait vraiment perdre espoir. Je voyais déjà les médecins autour de Jeanne, agonisante. Morte, peut-être. Et tout d'un coup, j'entends comme des bruits sourds dans le téléphone, comme quelqu'un qui frappe à une porte. Et j'entendais des voix qui criaient, c'était en français, alors je ne comprenais pas. Et tout de suite, j'ai pensé, c'est le secours. Ils ont défoncé ma porte. De toute manière, je ne pouvais pas leur ouvrir, j'étais presque inconsciente. J'ai pris le téléphone et il y avait un homme au bout du fil, visiblement c'était un Américain. Alors j'ai dit, elle est sauvée, Jeanne est sauvée, la personne est vivante, vivante. Jeanne est sauvée, Jeanne en vie, hein, sauvée, en vie, ça j'ai bien compris. Et je me suis effondré de soulagement sur mon bureau. Et tout de suite après, j'ai appelé Alice pour lui donner la bonne nouvelle. Je savais déjà bonne nouvelle parce que la police m'avait rappelé. Mais la voix d'Édouard ce soir-là, c'est une chose que je n'oublierai jamais. Sa joie, son soulagement. À l'hôpital, j'ai appris comment j'avais été sauvée, comment Édouard et Alice avaient agi. Et je les ai appelés tous les deux pour les remercier.
Depuis, j'ai repris confiance en moi et je sais ce que le mot générosité veut dire. Et Édouard et Alice, c'est un peu comme mes anges gardiens. Je pense à eux tous les jours et ça me fait avancer. Quant à la limite de ses forces, Jeanne a composé le numéro d'Édouard. Il aurait pu se trouver à Pékin ou à Sydney. Alice aurait pu être à Rome ou au fond de son jardin. Elle aurait pu aussi ne pas croire à un mot de cette histoire extravagante et raccrocher son téléphone. Les langues étrangères, les décalages horaires, la qualité des liaisons transatlantiques auraient pu, eux aussi, contrarier cette incroyable opération de sauvetage à distance. Eh bien, le destin en a décidé autrement. Jeanne devait vivre. Mais pendant quelques heures tragiques, sa vie n'a tenu qu'à un fil. Un petit fil en cuivre. Le fil d'un téléphone. On dit fréquemment que le rire est le propre de l'homme. Le rire allège le poids de l'âme et ensoleille le quotidien. Pour ma part, je ne conçois pas passer une journée sans rire au moins quelques instants. Mais on connaît aussi l'expression « mourir de rire ». Elle peut être diversement interprétée. Elle peut aussi parfois être prise au pied de la lettre. Brigitte Legrand a 27 ans. Elle est employée depuis 6 ans par la Banque régionale de crédit à Paris. C'est une jolie fille, affectueuse, un peu effacée. Elle vient d'emménager avec Gérard Pillet, son fiancé, employé de banque lui aussi. La vie de Brigitte se déroule sans heurts. En 94, je suis rentrée à la Banque régionale de crédit. J'y étais depuis 1 ou 2 ans quand j'ai su qu'ils recrutaient. Alors j'ai tout de suite pensé à Brigitte. Au début, elle n'avait pas de petits copains. On sortait pas beaucoup. Enfin, de temps en temps, le samedi soir. Et puis, un jour, elle est tombée amoureuse. Mais ça, elle le disait à personne. Même moi, il a fallu que je sorte les verres du nez. C'était Gérard, au guichet de change. Il est beau garçon, c'est vrai. Même si c'est pas mon genre. Et dès qu'il s'approchait à moins de 5 mètres, Brigitte rougissait jusqu'aux oreilles. Manifestement, il n'était pas indifférent non plus. Et puis, il a fini par se décider. Ils se sont installés ensemble l'été 2001. Tout allait vraiment bien pour elle. Bon, écoutez, on va pas perdre de temps. Je vais vous dire rapidement ce qui s'est passé. Mais je vous rappelle que je suis pressé. J'ai un rendez-vous urgent. Le directeur de l'agence bancaire n'a pas souhaité s'exprimer officiellement sur cette affaire. Nous l'avons donc filmé à son insu. Dès que le colis est arrivé, j'ai convoqué Brigitte Legrand. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Le colis? Ouais, il était gros. Ouais, comme ça. Brigitte a décroché le téléphone, elle était toute pâle. Elle s'est levée et elle m'a dit « Je suis convoquée chez Parisot ». C'était pas très bon signe. Il n'est pas du genre à faire des compliments. Il n'y avait que le nom de Brigitte Legrand sur le colis et l'adresse de l'agence. Pas de nom d'expéditeur. Mademoiselle Legrand m'a assuré qu'elle n'attendait pas de paquet. Cela dit, c'est rigoureusement interdit de se faire envoyer quoi que ce soit de personnel à la banque. Alors, j'ai pensé qu'elle pouvait me mentir. Et comme elle refusait de prendre le paquet et qu'elle jurait n'être au courant de rien, j'ai appelé la police. Brigitte Legrand trouve la réaction de son patron tout à fait excessive. Elle souhaiterait que cette affaire en reste là. Mais la police est bientôt sur les lieux. En fait, c'était une alerte à la bombe, comme nous en avons l'habitude. Dans un premier temps, la police arrive sur les lieux pour examiner le colis. Et s'ils confirment le risque, ils font appel à nos services. Toute l'agence a été évacuée. Je me souviens, ça faisait du monde sur le trottoir. Et ensuite, ils ont fait évacuer les habitants de l'immeuble. J'étais affolée, je voyais pas Brigitte. Elle n'était pas sortie du bureau de Parisot. Et puis ensuite, je l'ai vue de loin, entourée de policiers. J'étais paniquée, je me demandais ce qui se passait. La police a fait un cordon de sécurité tout autour du quartier. Des hommes en civil sont entrés avec des grosses machines, des chiens avec des muselières. C'était fou. Les collègues interrogeaient Mademoiselle Legrand, mais elle semblait tomber des nues. La pauvre, elle avait peur. Ce colis pouvait contenir une bombe, elle s'est dit qu'on pouvait en vouloir à sa vie, c'est normal. On s'est approché du colis, on a fait l'examen habituel. Apparemment, il n'y avait rien de suspect. L'attente nous a paru interminable. On savait tous qu'on pouvait sauter d'une minute à l'autre. Gérard et moi, on se faisait vraiment du souci pour Brigitte.
Et puis les journalistes sont arrivés. Ça faisait facilement 1 heure que tout le quartier était bouclé. Alors on entendait klaxonner dans les rues adjacentes. Ce sont les chiens qui nous ont alertés, en fait. Ils n'étaient pas comme d'habitude, ils étaient excités, attirés par le paquet, ils remuaient la queue. Alors je me suis dit que je pouvais prendre le risque de l'ouvrir. J'ai consulté mes collègues une dernière fois, et quand j'ai vu qu'ils allaient dans mon sens, j'ai enlevé le papier. Et là, une fois le colis ouvert, j'ai pas pu retenir un fou rire. Oh, ben, je n'aime pas la publicité de ce genre, je suis là pour faire mon travail, c'est tout. Le cauchemar d'un patron d'agence, c'est le hold-up ou l'attentat. Nous avons la responsabilité de nos clients. Alors je peux vous dire que cette histoire ne m'a pas du tout amusé, mais alors pas du tout. Le responsable du service de déminage quitte la banque. Il a le colis suspect dans les mains. Les employés et quelques curieux qui attendaient sur le trottoir se précipitent aussitôt pour voir ce qu'il contient. Et un éclat de rire tonitruant, contagieux, gagne bientôt l'assistance. Une belle tête de veau, la langue pendante, trône dans le carton enrobé de papier argenté. Mais c'est pas tout. La tête est affublée d'une magnifique perruque blonde, les yeux sont maquillés et le groin a été passé au rouge à lèvres. La tête ainsi travestie ressemble à qui? À Brigitte Legrand. On n'a pas pu en parler tout de suite avec Brigitte, parce qu'elle est tout de suite partie au poste de police avec l'inspecteur, qui trouvait pas ça drôle du tout d'ailleurs. Gérard, il se posait des questions, tandis que les collègues, ils se marraient, ils se moquaient de Brigitte. Le commissaire a convoqué Brigitte Legrand au poste. En fait, il craignait une manœuvre de diversion. C'est une technique assez classique. Mettre toutes les ressources sur un leurre pendant que les terroristes frappent ailleurs. Brigitte a dû subir un interrogatoire en règle, hein, évidemment. Tout y est passé. Sa famille, ses amis, sa vie privée. Ils sont venus nous chercher, Gérard et moi. Ils ont vérifié nos carnets d'adresse, nos relations. Ils nous ont demandé nos opinions politiques. Gérard était furieux. Ils ont tout passé au peigne fin, comme si on était des terroristes. Et on est retourné à la banque que dans l'après-midi. J'étais soulagée qu'on en finisse et que Brigitte soit enfin libérée. Brigitte est à bout de nerfs, humiliée par la mascarade grotesque, épuisée par l'interrogatoire qu'elle vient de subir. Elle n'a qu'un désir, fuir, se réfugier chez elle, oublier ce cauchemar. Elle ignore que son calvaire ne fait que commencer. De retour à l'agence, Parisot nous a dit de rentrer chez nous. Mais pas Brigitte. Il a convoqué une nouvelle fois dans son bureau, avec son ton dur et autoritaire. Je l'ai déjà dit, on va pas y revenir. Pour moi, l'image de la banque, la sécurité et la clientèle, c'est sacré. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Le sujet est clos. Je l'ai licencié pour faute grave, c'est ça que vous voulez me faire dire? Eh ben oui. Je l'ai pas empêché de nous attaquer au prud'homme. Mais je ne pouvais pas laisser le discrédit et le ridicule toucher notre établissement. Et maintenant, excusez-moi, mais j'ai rendez-vous. Seule, abandonnée de tous, sa lettre de licenciement en main, Brigitte vacille sur le trottoir et des larmes amères roulent sur ses joues. Elle a très mal vécu tout ça. Être au chômage, ça l'a tout simplement détruite. Sa famille était partie s'installer dans le sud. Combien de fois je l'ai poussée à y aller? Elle était effondrée. Elle avait même plus envie de les voir. Et la question qu'on s'est tous posée, c'était qui avait bien pu faire cette blague stupide? On a tout imaginé. On n'a jamais trouvé. Puis j'ai pensé qu'il fallait oublier. Dans le fond, c'était le passé. Ça n'avait pas tellement d'importance. C'est ce que j'ai dit à Brigitte. Mais elle m'a pas écoutée.
Brigitte dépérit. Toute énergie l'a abandonnée. Son appartement se transforme en taudis, son humeur est massacrante. Elle a beau s'être faite teindre les cheveux en brun pour n'avoir plus aucun rapport avec la stupide tête de veau, rien n'y fait. Cette image l'obsède. Gérard, son fiancé, cède à son tour à la neurasthénie. Des querelles éclatent à tout propos entre les jeunes gens, jusqu'à ce qu'une séparation devienne inévitable. Elle était blanche comme un linge quand elle a sonné à la maison. Gérard venait de partir. Elle est restée quelques jours. Mais elle mangeait rien. Elle était méconnaissable. Elle alternait les moments de larmes et d'agressivité. Je crois qu'elle n'a pas fermé l'œil pendant tout le temps qu'elle était là. Alors j'ai appelé mon médecin. On y est allés toutes les deux. Et il a confirmé qu'elle était très mal. Il lui a conseillé des antidépresseurs, des anxiolytiques. Et puis j'ai cru qu'elle allait mieux. Alors elle est retournée chez elle. J'aurais jamais dû la laisser repartir. J'étais à la banque quand la police a appelé. Ils l'ont trouvée morte dans son lit, les flacons vides autour d'elle. Quand j'ai appris sa mort, je peux vous assurer que ça m'a fait un choc. J'ai eu un peu honte. Je m'en suis voulu d'avoir ri à la découverte de cette tête de veau. Même si en même temps, avec du recul, je me dis que je suis pas responsable de son geste. En tout cas, aujourd'hui, quand j'ouvre un colis suspect, je fais toujours attention à mes réactions et j'ai toujours une pensée pour elle. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette affaire. Je décline toute responsabilité. Allez-vous-en, j'ai du travail. À l'enterrement, il y avait toute sa famille, ses amis. On était tous dans un état. La pauvre Brigitte. Et puis, au cimetière, il y avait cette femme à côté de moi, qui arrêtait pas de pleurer. Au moment de l'inhumation, on était juste là. Elle était comme secouée de tremblements nerveux. Je connaissais pas du tout son visage, mais sa peine me touchait, alors je lui ai demandé comment elle connaissait Brigitte. Et elle m'a conduite un peu à l'écart. Et tout en pleurant, elle m'a dit « La tête de veau, c'était moi ». J'étais abasourdie. Je lui ai demandé des explications. Elle m'a avoué qu'elle était la petite amie de Gérard avant qu'il tombe amoureux de Brigitte. Elle n'a pas supporté la rupture. Jalouse, elle a suivi Brigitte jusqu'à la banque. Et puis un matin, elle a mis au point cette vengeance stupide. Elle est allée chez le charcutier. Elle m'a dit que ce qu'elle voulait, c'était juste la ridiculiser devant ses collègues et devant Gérard. Jamais elle a pensé que cette blague pourrait aller aussi loin. C'est bizarre, mais j'arrivais pas à lui en vouloir. C'était une femme touchante, dans le fond. L'inconnu s'est vengé de la trahison de son amant au-delà de ses espérances. À aucun moment, elle n'a réellement mesuré les conséquences d'un acte qu'elle voulait innocent. Elle n'a pas imaginé un instant que le rire est une arme, qu'un rire peut blesser comme une gifle, qu'un rire peut tuer. Ne dit-on pas qu'on peut mourir de rire? Quand j'étais passionné de navigation, j'ai eu l'occasion de me faire raconter d'innombrables histoires de mer et de marins. Des récits de toutes sortes, cocasses, pathétiques, drôles, tragiques. Certains me sont sortis de l'esprit, mais il y en a un que je n'ai jamais oublié, le plus extraordinaire de tous. Écoutez bien, notre affaire se déroule en Méditerranée. Une aube brumeuse se lève sur le pont d'un yacht. À cet instant,
Deux ombres grotesques s'avancent l'une vers l'autre. Deux monstres, caparaçonnés de fer et de boulons. Deux chevaliers casqués, supportant des armures. Le premier, Charles, est le fils d'un banquier. Le second, Sébastien, possède des vignes dans le Bordelais. Ils ont 27 ans tous les deux et ils s'apprêtent à combattre. Je tiens à préciser que mon histoire ne se déroule pas dans un lointain passé, mais à la fin des années 90. Je tiens encore à indiquer qu'il ne s'agit pas d'un jeu de rôle ou du tournage d'un film. La scène est bien réelle, puisqu'il s'agit d'un duel à mort pour les beaux yeux d'une créature de rêve. Vous comprendrez quand vous la verrez. Véronica est bien trop belle pour être décrite. Sublime, sauvage, sensuelle, magnétique. Aucun de ces mots ne rend hommage à ce qu'elle est. Elle avait à peine 18 ans la première fois que je l'ai vue dans ce restaurant. Et elle m'a rendu fou. Cet homme est arrivé entouré de femmes. Il paraissait les meneurs de l'endroit, donc je suis allée vers lui et je lui ai demandé ce qu'il désirait. Vous. C'est ça que j'ai répondu. Juste vous. Je la voulais. Je voulais qu'elle soit à moi, tout de suite. Donc je lui ai mis une claque avec toutes mes forces. Moi, j'ai l'horreur que les hommes me parlent comme ça, comme si j'étais une potiche. Le patron, qui devait savoir qui était mon père, est arrivé en courant, complètement épouvanté. Pour me présenter ses excuses, il voulait la renvoyer sur le champ. Et moi, les oreilles me brûlaient, je devais être tout rouge et j'avais jamais été aussi humilié, mais je lui ai ordonné de surtout pas la renvoyer. Depuis le temps que j'attendais qu'une femme me résiste, j'allais pas la laisser filer comme ça. Les jours après, il est arrivé nous. Alors que j'étais en cuisine, il m'a fait apporter une boîte dans laquelle j'ai trouvé un bracelet en or assorti de diamants. Je suis allée vers sa table, je lui ai mis en face les bracelets et je lui ai dit combien ça coûtait ça. Et après, je lui ai dit qu'à ce prix-là, je n'étais pas intéressée, je suis partie. Qu'est-ce que vous croyez? J'étais estomaqué. Je lui ai répondu que c'était un cadeau et que ça se faisait pas de demander le prix. Alors elle, sèchement, elle m'a répondu. Ce bracelet, c'est pour m'acheter, non? Alors je veux savoir ce que je vaux pour vous. Jamais personne ne m'avait parlé comme ça, avec autant de franchise. J'ai trouvé ça irrésistible. Alors je lui ai donné le prix du bracelet. Entre nous, c'était mon père qui l'avait payé. 1 million. Je pensais que ça l'impressionnerait. Et une fois encore, sa réponse m'a désarçonné. Il pouvait les garder, son bracelet. J'ai vu plus que ça. Je lui ai dit qu'à ce prix-là, je n'étais plus intéressée. Et puis je suis partie. L'histoire entre Charles et Véronica commence ainsi. Pour Charles, auquel la vie a tout offert, ne refuse rien, cette femme est un défi. Car il a beau l'installer dans un somptueux appartement, la couvrir de cadeaux, l'inviter dans les meilleurs restaurants, la belle s'échappe et repousse ses avances. Alors toute la ville se gausse, du playboy est conduit. Un jour, alors que le couple assiste à une soirée mondaine, il fait la connaissance de Sébastien, le jeune viticulteur dont je vous ai parlé. Comme si le destin les avait désignés du doigt, Charles, Sébastien et Véronica vont devenir inséparables. Toute ma vie, je m'en voudrais d'avoir insisté pour qu'il vienne. Nous étions en pleine période de vendange et il travaillait jour et nuit. D'ailleurs, je trouvais qu'il en faisait un petit peu trop. C'est pourquoi je lui ai proposé de faire une petite pause. Il faut vous dire que depuis la mort de son père, je me sentais un peu responsable de lui. Bref, nous venions d'arriver à cette fête quand Sébastien a aperçu Véronica. Comme moi, il avait entendu parler de la jeune femme qui avait envoûté le fils du banquier. Mais comme c'était pas le genre à écouter les racontards, pourtant, du premier regard, je l'ai senti subjugué. D'ailleurs, il ne m'écoutait même plus. Enfin, il faut vous dire que la jeune femme était d'une beauté vraiment extraordinaire. Charles adorait me montrer dans toutes les soirées mondaines de la région. Et moi, je m'en moquais complètement. C'était comme si je n'avais rien à perdre. Je me laissais faire. Jusqu'un jour, Sébastien était venu à me parler. Il m'a regardé droit aux yeux.
Alors que tous les hommes me sortaient les mêmes types de banalités sur ma beauté, mes origines hispaniques, toujours les mêmes choses. Sébastien, lui, il était différent. La première chose qu'il m'a demandé, c'était si c'était vrai, ça que tout le monde disait, que je faisais ça que je voulais de Charles. Ça m'amusait. Mais quand il m'a demandé pourquoi je faisais ça, il m'a vraiment déstabilisée. J'étais touchée. Sébastien était fasciné, autant par sa beauté que par son raisonnement. Vous savez, cette espèce de volonté qu'elle avait de tout vouloir contrôler pour se faire respecter des hommes, et ce, quel que soit le prix. Je lui dis que de jouer comme ça avec Charles ne me faisait plaisir, pas spécialement, mais que je n'avais pas le choix. C'était la seule façon de me protéger, de me faire respecter pour les hommes, de ne me pas faire traiter comme une pute. Et si un jour un homme voudra m'épouser... Auparavant, Sébastien n'avait jamais été vraiment intéressé par une femme. Mais là, c'était différent, je le sentais, ça crevait les yeux. C'est pourquoi j'ai pas été très étonné quand il a invité cette jeune femme à venir passer une journée sur nos terres quelques jours plus tard. Et je crois que c'est ce jour-là que tout a commencé. On a passé une vraie journée authentique. La campagne, lui, il m'a raconté tout simplement sa vie, on a parlé de nous. En fait, c'était si loin de les fastes et les paillettes et les festes auxquelles je m'avais habituée avec Charles déjà et avec tous les hommes qui l'avaient précédé. Elle était rayonnante. Il fallait pas être un grand devin pour voir ce qui se passait entre eux. Ils s'attiraient littéralement comme deux aimants. J'en étais vraiment heureux pour Sébastien. J'ai résisté de toutes mes forces. Je ne voulais pas tomber amoureuse de lui. Moi, j'ai pensé que si je lui cédais, il va me mépriser pour ça. Et puis, c'était plus fort que moi. Je n'ai plus tenu. Je suis restée ce soir-là et tous les jours qui ont suivi. On ne s'est plus séparés pendant un mois. On a passé toutes les journées, tous les soirs ensemble. Jusqu'un jour, Charles, il était venu, il venait d'apprendre. Une voiture de sport est arrivée en trombe sur la propriété. Un type en est descendu, j'ai tout de suite reconnu le fils du banquier. Il était hystérique, certainement à moitié saoul. Il a forcé toutes les portes de la propriété. Personne n'a pu l'arrêter, bien évidemment. Et là, il les a découverts, nus, endormis ensemble. Alors, il est devenu complètement fou, il s'est mis à hurler, voleur, espèce de voleur, elle est à moi, à moi. Et si j'avais su ce qui allait se passer ensuite, je serais tout de suite intervenu. Je n'ai pas supporté l'entendre dire que je lui appartenais. Avec quel droit elle disait ça? Je lui dis que j'ai jamais lui avais appartenu, que c'était Sébastien qui m'avait eu. Je sentais qu'elle allait se battre. Je sentais la violence en l'air et moi, je déteste trop la violence. Je ne la supporte pas. Donc, je leur dis de régler ça entre eux. Je suis partie. Charles exige que le combat soit à la hauteur de son enjeu. Démesuré. Il veut un duel sans merci. Total. Titanesque. Sébastien accepte les conditions. En secret, en se jurant mutuellement de ne jamais en informer Véronica, les jeunes gens décident de se retrouver le lendemain matin sur le pont d'un yacht. Ils recrutent 4 témoins et achètent leur silence. Tout est prêt pour que se déroule la joute la plus délirante qu'on puisse imaginer. Salut Jean-Baptiste, ça va? Je vous présente Jean-Baptiste qui était donc un des témoins à l'époque sur le duel. Tiens, vas-y. Je vais pas pouvoir rester, moi. T'inquiète pas. Tu te souviens des armures? J'avais récupéré 2 armures du XVIe siècle dans le château de mon père. Et comme c'était moi l'offensé, j'avais aussi choisi les armes. 2 vieilles carabines à répétition, qui elles aussi appartenaient à mon père. Sébastien et moi, on en a pris chacun une. Fallait qu'on règle ça comme des hommes. Nous, avec les poulies, on les a descendus tous les 2 sur les canaux. On leur a énoncé les règles. Si au bout d'1 heure, il n'y avait pas de vainqueur, on arrêterait le combat.
Avec le soleil qui commençait à se lever, on n'avait pas intérêt à se faire repérer. Entre nous, on rigolait, on faisait même des paris. Qu'est-ce qu'on était irresponsables à l'époque. Et puis, les deux canots sont éloignés l'un de l'autre, et la mer était de plus en plus agitée, au point qu'ils avaient du mal à tenir en équilibre. Sébastien et moi, on savait très bien que les balles avaient très peu de chances de traverser les cuirasses. L'objectif, c'était qu'elles déstabilisent l'autre et qu'elles le fassent tomber à l'eau. Parce qu'avec le poids de l'armure, celui qui tombait à l'eau était condamné à la noyade. Alors j'ai visé, j'ai tiré le premier. Et il a tiré à son tour. Moi, j'avais parié sur lui. Il avait l'air de mieux connaître les armes. Mais au premier coup de feu, même s'il a réussi à toucher ta cuirasse, ça t'a pas déstabilisé. J'ai tout fait complètement sous cette cuirasse de 60 kilos, la mer était déchaînée. Mais cet homme avait porté atteinte à mon honneur, il fallait qu'il paie. Au bout de 43 minutes exactement, Charles a déversé un nouveau chargeur sur Sébastien. Je sais pas très bien où les balles ont ricoché, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a perdu l'équilibre. Son canot s'est retourné, et très vite, une lame de fond l'a recouvert. En 2-3 secondes, l'armure avait été engloutie. C'était fini. Le vainqueur du combat est hissé à bord du yacht, brisé de fatigue, et on fait rapidement disparaître son armure dans les flots. Les hommes rentrent au port, personne ne dit mot. Une semaine s'écoule avant que Charles se décide enfin à revoir Véronica. J'ai imaginé que quelque chose de grave peut-être à venir. Et quand Charles était venu vers moi, je lui ai demandé où il était Sébastien. Je voulais savoir. Il était hors de question que je dise quoi que ce soit, j'ai pas ouvert la bouche. Un secret, c'est un secret. J'ai pensé qu'elle en avait pas grand-chose à faire du Sébastien, parce qu'au bout de quelques secondes, elle s'est levée contre moi. Et elle m'a dit que quoi qu'il se soit passé, elle me pardonnait. J'ai été surpris une seconde, et puis je me suis dit que finalement, elle n'était pas si différente des autres. Elle avait succombé. Je lui ai dit que je n'appartenais qu'aux vainqueurs, que c'était à eux que j'appartenais. Et je lui ai embrassé, je l'ai rempli d'amour et de tendresse. Je voulais savoir la vérité. Enfin, j'avais gagné. J'avais ce que je voulais. Elle m'aimait, je le sentais. Après ce que j'avais fait pour elle, je la voulais pour la vie. Alors j'ai demandé en mariage. J'ai accepté sa proposition en mariage, avec une seule condition, qu'il me dise la vérité sur Sébastien, qu'il me raconte tout, et après on n'en parlerait plus. Et il m'a tout dit, il m'a tout raconté, sur les duels, les canons, les armes, les armures de 60 kilos. Il avait l'air si fier. Elle m'a fait un merveilleux sourire. Elle avait l'air émue de ce que j'avais fait pour elle. Elle s'est ensuite éclipsée quelques minutes. Et quand elle est revenue, j'ai compris à quel point j'avais été stupide. Elle était entourée de policiers. Ils venaient m'arrêter. Véronica a mis 6 mois à parfaitement appréhender la vérité, à connaître les circonstances exactes de la mort de Sébastien. 6 mois de patiente obstination, 6 mois à dissimuler sa haine grandissante au meurtrier de son amour, 6 mois à peaufiner sa vengeance. Charles a été condamné à 5 ans de prison. Il venait d'être libéré quand nous l'avons interrogé. Quant à Véronica, elle a engagé des plongeurs pour repêcher le corps de son amant resté prisonnier de son armure au fond de la mer. Puis elle l'a mis en terre en l'état. Sébastien, dans sa cuirasse d'un autre âge, comme un chevalier. Il existe 1001 manières de commettre un crime de sang. Les criminologues les étudient car l'imagination des tueurs est sans limite. Et les modes opératoires sont aussi variés que les personnalités de ceux qui les commettent. Dans mes histoires,
J'ai eu l'occasion d'évoquer des centaines de cas. J'ai dressé le portrait de quantité de psychopathes. J'ai pourtant rarement eu connaissance d'un fait divers comme celui-ci où le mystère le dispute à l'angoisse. Nous sommes le 22 décembre. Au volant de sa voiture, le commandant Miller de la police judiciaire fait la grimace. Il fait nuit, il neige. Mais ce ne sont pas ces conditions atmosphériques détestables, mais normales pour la saison, qui contrarient l'officier de police. Non. Il vient d'apprendre qu'une femme vient d'être assassinée sur le parking d'un immeuble dans un quartier populaire. Un drame malheureusement banal dans une grande ville en proie à des bouffées périodiques de violence. Pourtant, le commandant Miller a de bonnes raisons de penser qu'il s'apprête à passer le pire Noël de sa carrière. Je vais voir du côté de la bagnole, ok? Tout à l'heure. Ce soir-là, j'étais pas de service. Je me souviens, ma coéquipière m'a appelé. Je devais aller au cinéma avec ma femme, Florence. C'était la première soirée depuis une semaine que je m'étais accordé pour aller au cinéma avec Flo. Raté, quoi. Et j'ai tout de suite sauté dans ma voiture, j'ai mis le gyrophare sur le toit et je me suis rendu sur le lieu du crime. Le meurtre du 22 décembre, j'en ai entendu parler le lendemain, quand l'affaire a éclaté. Mais j'avais déjà lu dans le journal l'article sur l'assassinat de la coiffeuse. Une petite blonde. Ils avaient montré sa photo dans la page des faits divers. Quand je suis arrivé sur le lieu du crime, j'ai soulevé la couverture et je me suis aperçu que c'était une femme qui avait été sauvagement poignardée. Même arme, même blessure. On s'est rendu compte en fait que c'était certainement le travail d'un tueur en série, le pire cauchemar des flics. Parce que même s'il y a des mobiles, c'est toujours très difficile à déterminer. Alors tout ça, ça m'avait bouleversée. J'arrêtais pas de penser à ces malheureuses. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Enfin, surtout en période de Noël, d'ailleurs. J'ai commencé par interroger le mari. Apparemment, il ne pouvait rien me dire. Il était complètement abattu. J'avais très peu d'informations, hein. D'habitude, ce genre de fou sadique s'attaque toujours au même type de femmes. Les blondes, les brunes, les jeunes, les vieilles. Et là, en fait, dans cette affaire, tout opposait les deux victimes. L'une était jeune, l'autre beaucoup plus âgée. L'une était coiffeuse, l'autre infirmière. Et là, on s'est vraiment rendu compte que l'enquête allait être très compliquée. Quel était le lien entre ces deux femmes? Qu'est-ce qui avait déclenché la folie meurtrière de ce criminel? C'est la question que nous nous posions. Le commandant Miller relit avec attention le rapport d'autopsie réalisé sur la victime du premier meurtre, celui de l'infirmière. Et brusquement, un détail qu'il avait négligé lui saute aux yeux. Le médecin a noté la présence d'une forte coxalgie, autrement dit, d'une importante déformation de la hanche. Le policier téléphone au mari de la victime pour en avoir confirmation. Et ce dernier dit qu'effectivement sa femme était affectée d'une douloureuse claudication qui la faisait souffrir depuis toujours. J'avais enfin trouvé le point commun entre les deux victimes. Elles boitaient toutes les deux. Une depuis quelque temps déjà et l'autre après une maladie. Je n'avais que ça. Quitte à avoir l'air ridicule, j'ai quand même informé les médias locaux. Mais le soir du 23 décembre, il y avait un message au journal télévisé. En fait, c'était un officier de police qui expliquait à toutes les femmes qui boitaient qu'il fallait qu'elles redoublent de prudence dans les jours à venir. Il était marrant parce qu'en fait, il était très embarrassé et il bafouillait parce qu'il savait pas du tout comment dire aux femmes qui boitaient de rester chez elles. On était en pleine période de Noël, tout le monde était dehors avec ses paquets. Alors j'ai demandé du renfort. Je voulais protéger la population. Et j'ai fait appel à la brigade féminine. Ouais, donc Miller nous a appelés et je suis intervenue avec 5 de mes collègues féminines. La plus frêle d'entre nous était capable d'immobiliser un colosse par une prise de judo ou un coup de karaté. On n'est pas des brutes, mais on est assez bien entraînés, on doit le dire, dans la police. Et Miller nous a donné ensuite un itinéraire et il nous a demandé de nous exercer à boiter. Voilà. D'ailleurs, ça a suscité le fou rire général et le chef n'a pas vraiment apprécié. Non, ça m'a pas vraiment plu, non. Le 23 décembre à 22 h, le dispositif était en place. Nous n'avions plus qu'à attendre. Et c'est là que j'ai eu un doute. Ouais, je m'en souviens.
T'as commencé à flipper, tu t'es dit si jamais l'assassin, il s'intéresse pas seulement qu'aux boiteuses. Le flip général. Oui, c'est vrai qu'il pouvait attaquer à ce moment-là n'importe quelle femme. 24 décembre, 5 heures du soir, les rues illuminées du centre-ville sont pleines de gens pressés. Pour lui permettre d'effectuer ses derniers achats, la banque où travaille Judith l'a libérée 1 heure avant la fermeture. La jeune femme est d'humeur enjouée, elle se hâte, les devantures des magasins scintillent de 1000 feux et un immense sapin égaye la Grand Place. Et bien ce soir-là, voilà, je suis passée dans le grand magasin Nicolas et Marjorie. Mes enfants voulaient des grandes chaussettes à accrocher sur la cheminée. Ensuite, je suis allée chez le boucher pour aller chercher la dinde qu'on avait commandée. Et alors là, j'étais empêtrée dans tous mes paquets. C'était lourd, c'était pesant. En plus, il commençait à neiger. Donc là, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller prendre le bus. Impossible, il était bondé. Bon, bah, alors à ce moment-là, j'ai décidé de rentrer à pied. J'étais assez soulagée parce que la matinée n'avait rien donné. Et à mon sens, il était peu vraisemblable que l'assassin attaque alors que les rues étaient pleines de monde et que tout le monde était en train de chercher leur paquet pour les veilles de Noël. Et pourtant, Miller était toujours anxieux, il avait toujours un doute. Alors, les policiers ont tenu continuer à quadriller le secteur. Et nous, les agents d'intervention, on continuait à boiter, merci, toujours en sillonnant les rues et pour surveiller, quoi. Alors maintenant, j'étais plus très loin de chez moi. Et j'ai décidé de prendre un raccourci. En fait, c'est un chemin qui traverse le terrain vague. Je le prenais très souvent quand j'étais pressée. Oh non. Pardon. Ah. Et j'étais empêtrée avec tous mes paquets. Et puis j'avais aucune envie de rester plus longtemps dans cet endroit sinistre. C'était quand même pas... Mais je craignais pas du tout le tueur. Parce que le policier avait dit qu'il s'attaquait qu'aux boiteuses, finalement. La nuit était tombée et la pression était montée. J'avais demandé aux agents de me tenir au courant des moindres faits et gestes inhabituels. Alors là, je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai dû buter contre une pierre, je me suis étalée, mais alors de tout mon long. J'ai lâché tous mes paquets dans la boue, les jouets pour les enfants, la dinde de Noël. J'étais énervée. Je fulminais toute seule, comme ça, dans le noir. Judith se baisse pour ramasser sa dinde et soudain, elle pousse un cri de douleur. Son pied droit la fait atrocement souffrir. Elle s'est sûrement foulé la cheville. Elle essaie de faire quelques pas avec précaution, mais la douleur est vite intolérable. Et puis, en un éclair, elle éprouve une sensation de vertige, une peur incontrôlable. Elle réalise qu'elle est seule, perdue au milieu de la nuit dans un terrain vague, boueux, loin de tout secours et des lumières rassurantes de la ville. Et puis surtout, qu'elle boite. J'ai entendu des pas pesants derrière moi. Alors je me suis instinctivement arrêtée de marcher, ou plutôt de boiter d'ailleurs. C'est vrai, un instant auparavant, je craignais rien du tout. Et là, d'un coup, d'un seul, tout avait basculé. De manière complètement stupide d'ailleurs. Je n'osais plus du tout bouger. Quelqu'un s'approchait de moi. J'ai senti son souffle sur ma joue. Et là, l'homme s'est arrêté, il m'a dit « Bonsoir ». C'était quelqu'un d'à peu près mon âge, bien habillé, plutôt élégant même. Un manteau bien coupé, une écharpe en cachemire, des cheveux courts, des petites lunettes. J'étais vraiment soulagée à ce moment-là, parce que je me suis dit que c'était quelqu'un qui rentrait chez lui, comme moi, qui allait peut-être m'aider à porter mes paquets en plus. L'inconnu scrute Judith avec un léger sourire ambigu. En dépit du froid, la jeune femme sent de la sueur brûlante lui couler le long du dos. Car, à bien y réfléchir, l'homme n'a rien de rassurant, bien au contraire. Judith aurait préféré avoir affaire à un voyou avec une chaîne de vélo dépassant de sa poche. Lui, au moins, aurait été à sa place dans ce terrain vague sordide. Car, que fait cet homme distingué et silencieux dans ce décor de fin du monde ? Là, nous étions seuls, le tueur et moi, au beau milieu du terrain vague. J'ai compris qu'il m'avait vu boiter, que c'est pour ça qu'il était là. Et que si je voulais rester en vie, il fallait surtout pas que je bouge, à aucun prix. Il a ironisé et il a dit « Vous avez remarqué que vous avez les pieds dans une flaque d'eau ?» Je suis restée silencieuse et il a ajouté « Vous n'avez pas remarqué qu'il neige? Vous n'avez pas remarqué que vous avez laissé tomber vos paquets par terre ?» Je ne savais plus du tout quoi répondre. Et là, l'homme a dit d'une voix douce, mais trop douce, « Marchez ». J'ai compris en un éclair que
Si j'obéissais, j'étais perdue. Quand je me suis engagée sur le terrain vague, la femme était en train de parler avec un homme grand, élégant. Et je voyais pas grand-chose dans l'obscurité, mais j'avais vraiment l'impression qu'ils se connaissaient. Et après, je me suis posé la question, mais pourquoi s'arrêter comme ça, dans un terrain vague, sous la neige en plus? Et je me suis dit que c'était peut-être un couple illégitime qui essayait de se retrouver à l'abri des regards, je sais pas. En fait, j'ai pensé ça, et puis je suis repartie discrètement sur le chemin, quoi. Et là, il était comme en proie à une idée fixe. Il me disait « Marchez, marchez, s'il vous plaît ». Là, j'ai pas obéi. Je me suis laissée tomber par terre et je lui ai montré ma cheville tout enflée. J'ai essayé de lui expliquer calmement que c'était un accident, que j'étais pas du tout une vraie boiteuse. Et puis, il m'écoutait pas du tout. Il était comme en transe. Et il me répétait tout le temps « Marchez, marchez, marchez ». Et soudain, il est devenu comme fou. Il a sorti un immense couteau de sous son manteau et il m'a dit « Mais marchez, comme tout à l'heure, vous aviez si bien commencé ». Je sais pas pourquoi, mais je suis retournée sur mes pas. Je sais pas pourquoi, une sorte d'intuition. Et là, en fait, j'ai vu le dos de l'homme, et la femme qui était debout était désormais assise, dans la boue, carrément dans la boue. Assise et sous la neige. Et je me suis dit, ce couple, c'est vraiment un truc bizarre, quoi. Et moi, j'étais comme hypnotisée par ce couteau qui brandissait vers ma poitrine. Mais j'arrivais encore à réfléchir avec pas mal de lucidité. Je me suis dit que s'il avait envie de me tuer, il l'aurait déjà fait. Est-ce que son délire érotique ne s'assouvissait qu'en regardant une femme boiter, en fait? Donc je lui ai dit, fermement, non, je vais pas marcher. J'ai pas envie, je suis très bien où je suis. Et alors là, d'un coup, toute sa physionomie, tout son visage a complètement changé. J'ai cru que j'avais un gamin devant moi. Un gamin à qui on avait refusé son bonbon. Il tempêtait, il pestait, il était frustré. Et d'un coup, je lui ai dit très calmement, d'accord, d'accord, d'accord. Je vais me lever, je vais marcher. Mais d'abord, vous allez me parler de vous, d'accord? Quand j'ai vu briller la lame du poignard, j'ai aussitôt compris l'horreur de la situation. J'ai voulu appeler Miller sur mon portable pour demander du renfort, mais j'ai compris que ça mettrait vraiment beaucoup de temps. Donc j'ai tenté le tout pour le tout. Puis en même temps, je voulais pas risquer la vie de cette femme, quoi. Donc en fait, je me suis un peu dégagée. J'ai repris le petit chemin face à eux. Et je me suis approchée de l'homme, en fait, en boitant. Et à ce moment-là, il s'est détourné de la femme. Il est venu à ma rencontre. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez l'imaginer, tout va très vite. Surentraîné au combat rapproché, le lieutenant Belfort neutralise en quelques prises bien ajustées le tueur en série. Quant à Judith, elle n'est pas prête d'oublier cette nuit d'angoisse. Elle l'a terminée en état de choc dans une chambre d'hôpital, la cheville dans le plâtre, en compagnie bien sûr de son mari et de ses enfants. Un réveillon pas ordinaire. Et ensuite, une fois rétablie, elle s'est réveillée chaque nuit en hurlant, terrorisée par un cauchemar. Dans ses rêves, un homme silencieux et élégant l'a traquée dans un terrain vague couvert de neige. Après une course folle, l'homme parvenait à l'empoigner. Son visage se métamorphosait alors en celui d'un tout petit garçon, penaud et malheureux. Nous sommes dans une banlieue cossue. Une charmante villa de style classique a été acquise 25 ans plus tôt par monsieur et madame Normand. Après le décès de son mari, Micheline Normand a continué d'y vivre et elle entendait bien y passer la dernière partie de son existence. Seulement, une telle propriété occasionnait beaucoup de charges. Et Micheline avait du mal à y faire face avec sa pension, même si son activité d'auteur de livres pour enfants lui apportait quelques ressources supplémentaires. Aussi, elle a décidé de vendre son bien en viager. Chacun connaît le principe du viager. L'acheteur paie au vendeur, au moment de la transaction, un bouquet, c'est-à-dire une somme très inférieure à la valeur de la maison ou de l'appartement, et à partir de là, il lui verse une rente mensuelle à vie. Le prix d'un viager est donc très variable. Il est directement fonction de la longévité du bénéficiaire. Le viager est la solution idéale pour toutes les personnes qui disposent de faibles revenus, mais qui possèdent un bien immobilier et qui n'ont pas d'héritier, comme c'est le cas de Micheline Normand. Il leur permet de rester dans ce qui est le cadre de leur existence, au lieu de le vendre purement et simplement, et de finir leur jour dans une maison de retraite. Mais psychologiquement et moralement,
On ne peut nier que le viager soit un système pervers. L'acheteur a en effet un intérêt direct à ce que le vendeur meure le plus vite possible. C'est ainsi, nul n'y peut rien. Même s'il s'agit de la personne la plus honnête, même si son sens moral est absolument irréprochable, il ne pourra s'empêcher de souhaiter, dans un coin reculé et caché de sa conscience, la disparition de celui avec lequel il a passé ce marché. Qu'on le veuille ou non, la mort est au cœur du viager. Elle en est la raison d'être, le principe, le ressort. Son ombre plane derrière les sourires, les paroles aimables, les poignées de main amicales. Dès que les deux parties ont apposé leur signature au bas du contrat, c'est elle qui entre en scène et qui joue le premier rôle, le seul rôle. Viendra-t-elle à grands ou à petits pas? Se montrera-t-elle impatiente ou paresseuse? Nul ne sait. Chacun attend. Dans le cas de Micheline Normand, tout commence en ce mois d'avril 2003. La première vue, rien d'inquiétant, il fait beau, on ne voit que la vie en ce début de printemps. Et pourtant, si l'on y réfléchit bien, la menace est déjà là, qui plane. Et j'ai envoyé Romain, mon jeune enquêteur, à la rencontre des témoins de cette incroyable histoire. Il débarrassa le passage du grillage qui l'obturait, se retourna vers nous. Micheline Normand est une retraitée heureuse. Elle écrit des livres pour enfants qu'elle soumet en première lecture à son amie Gilberte et à Samy, le fils des voisins. Mais Micheline, les piles peuvent durer 3 plombes aujourd'hui. C'est vrai, Samy, t'as raison, mais c'est quand même plus effrayant d'entrer dans un tunnel tout noir, non? Ouais, si, c'est vrai que t'as raison. Puis il faut laisser un suspense. C'est pas la petite maison dans la prairie qu'elle écrit. Je continue. La route est longue, l'aventure est devant nous. Micheline a de la chance, elle vit seule dans cette belle maison que son mari, aujourd'hui décédé, avait achetée au début de leur mariage. Mais la grande maison est lourde à entretenir pour la modeste retraite de Micheline. Celle-ci décide donc de la mettre en vente en viager. Les visites commencent. Et quand Eva Janssen, une jolie jeune femme, se présente, Micheline est conquise par la gentillesse et le charme de cette 7e visiteuse. De son côté, Eva Janssen semble elle aussi sous le charme de la maison. Aucun détail ne lui échappe. Elle semble avoir trouvé, comme par miracle, la perle rare, l'endroit idéal, la maison qu'elle rêve de posséder. Bonjour. Bonjour. Le courant va immédiatement passer avec Micheline. Bonjour, Eva Janssen. Bonjour. Eva Janssen, ma 7e visiteuse, est arrivée exactement à l'heure convenue. J'aime bien les gens ponctuels. Pour moi, c'est une grande qualité. Elle avait marqué un point, là. Oui, en quelque sorte. Donc, vous cherchiez à vendre votre maison en viager occupé, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur les conseils de mon notaire. C'est une solution qui me convenait très bien, enfin, économiquement, je veux dire. Et l'entretien d'une maison comme celle-là, c'est des frais assez considérables. Et je ne roulais pas sur l'or. On peut la visiter? Mais bien sûr, avec plaisir. Allez, suivez le guide. Ici, comme vous l'avez compris, c'est le salon. La cuisine, bien sûr. Oui. Donc c'est votre chambre ici? Mais oui, c'est ma chambre. Oui. Ici, c'est mon bureau. C'est là que je travaille, que j'écris mes histoires. Cette pièce-là a eu l'air de l'intéresser particulièrement. Elle a eu le coup de foudre pour la maison en général, ça se sentait nettement. Mais cette pièce-là avait l'air de l'attendrir. C'est donc ici que vous écrivez vos livres? Oui. Ce sont des contes, n'est-ce pas? Des contes et des romans d'aventure. Mais je n'écris que pour les moins de 16 ans. Au-delà, ça ne m'intéresse pas. Suivez-moi. Cet escalier, c'est mon cauchemar. Je vais vous aider. Non, ça va. Vous êtes patiente. Non, c'est à cause de lui que je marche si mal. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait une mauvaise chute et alors j'ai décidé de ne vivre qu'au rez-de-chaussée. Ça me va très bien. Ça ne vous embête pas si je ne vous accompagne pas? Non, pas du tout. Je vais me débrouiller. Merci. Vous verrez, c'est plus petit là-haut à cause du toit. D'accord. À l'étage, une chambre,
un cagibi et une petite salle de bain. C'est une très belle maison. Je comprends qu'elle ait craqué. Et vous, en somme, vous avez craqué pour cette acheteuse. Merci. Oui, c'est un peu bête à dire, mais je l'ai trouvée extrêmement romanesque. Romanesque? Elle avait l'air de sortir d'un film ou d'un roman. Et puis danseuse à l'Opéra de Paris. Excusez du peu. Votre maison est magnifique. Quelque chose de magique. On y sent une âme. C'est comme si la pierre vivait. Gilberte, vous êtes la meilleure amie de Micheline Normand. Vous souvenez-vous de l'époque où Eva Johnson est rentrée dans la vie de votre amie? Elle est venue me voir tout de suite après. Elle était complètement emballée. Elle m'a dit « Gilbert, ça y est, j'ai trouvé la perle rare. » Eva est aux anges. Elle a un coup de cœur pour la maison et Micheline a décidé de la lui vendre à elle. L'affaire est rapidement conclue devant le notaire. La maison est maintenant en viager. Je vais habiter dans la région pendant quelques temps. Au début, je vais aller à l'hôtel, puis après, je vais me trouver un appartement. Écoutez, pourquoi ne pas venir ici pendant le temps de vos démarches? Oh non, 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 vraiment, il n'en est pas question. Ce serait tellement simple. J'ai une chambre là-haut. C'est gentil, mais vraiment, ça me gêne, je voudrais pas vous déranger. Ça vous éviterait ces trajets Paris-Reims. Je suis sûre que nous pourrons cohabiter. Ok, D'accord. On sera de grandes amies. Merci, c'est très gentil. Micheline invite donc Eva à passer quelques jours chez elle. Je lui ai proposé la chambre du haut parce que moi je n'y allais plus à cause de ce fichu escalier. Vous imaginez, monter et descendre 36 fois par jour. Moi, ça m'a pas étonné plus que ça. C'était Micheline tout craché. Elle vit dans ses contes, dans ses romans. Et des fois, ça la rend un petit peu trop gentille. Enfin, ça, c'est pas grave. Mais après, il y a eu ce gros malentendu. Quel malentendu? Quand ces démarches ont abouti et qu'elle a eu signé son contrat avec le théâtre, les répétitions ont commencé très vite. Et elle est restée. Vous voulez dire qu'elle s'était installée chez vous? Oui, on s'était mal comprises. Moi, je l'avais invitée quelques jours pour la dépanner. Et elle a compris que je l'invitais pour toute la durée des répétitions. Micheline, ça y est, j'ai signé. Merveilleux. Oh, je suis tellement contente. Je commence la semaine prochaine. 6 mois de répétition intensive. Merci Micheline, vraiment merci. 6 mois. Elle a pas su lui dire qu'elle s'était mal comprise. Elle a pas osé dissiper ce malentendu. Du coup, elle s'est retrouvée avec cette femme chez elle pendant 6 mois. Et vous l'avez senti comment, cette femme, les premières fois que vous l'avez vue? Bon, je dirais... Oh, c'était une femme très convenable. Puis alors là, elle est aux petits soins pour Micheline. Oh! Qu'est-ce qu'elle faisait? Je peux vous aider? Oh non, non. Vous voulez pas? Non, je vous assure, ça va. En effet, Eva Johnson s'avère une compagne idéale pour Micheline. Elle fait les courses, elle aide au ménage, elle fait la cuisine. Elle lui mitonnait de ses petits plats. Faut dire que c'était une femme très serviable. Mais elle n'était pas très occupée pour une danseuse. Tu veux devenir cinéaste? Ouais. Je veux faire des films à partir des histoires de Micheline. Elle m'a dit que tu étais son collaborateur le plus important. Ça veut dire quoi? Ben... Attends. Ben, ça veut dire qu'elle me fait lire ses manuscrits. Et je lui dis tout ce que je comprends pas. Ou quand je trouve qu'un personnage sonne pas très juste. Et des fois, je la renseigne sur des trucs qui sont de mon âge et qu'elle connaît pas bien. Par exemple? Par exemple... Dans son dernier livre, elle voulait que tous les enfants parlent en verlan. Et bon, Micheline et le verlan, ça craint, quoi. Donc tu l'aides beaucoup? Ouais. Et pour me remercier, elle m'a acheté ça. Et cette femme qui est venue chez elle, Eva Johnson, tu l'aimais bien? Non. Non, pas du tout. C'est donc pas le tunnel qui s'est écroulé, mais quelqu'un qui l'a bouché volontairement. Ouais. Mais Micheline, oui, ils devraient être tous morts de trouille à ce moment-là. Bon, mais qu'est-ce que tu voudrais que je mette alors, là? C'est sûr qu'au début, je la trouvais super sexy, tu vois. Et puis, petit à petit, je sais pas comment dire. Ça collait pas entre nous. Je crois qu'elle aimait pas les jeunes. Sa torche.
Regardez, au sommet, la flamme de la torche est attirée de l'autre côté. En haut, il y a... Attends, là, il y a une faute. Il n'y a peu de matériel. Il y a peu de matériaux, puisque l'air circule, on va dégager. Ils y sont tous. Et puis, il y a eu cet après-midi, là, où elle nous a invités à manger. Elle vous a invité? Oui. Elle nous a invités à déjeuner dans le jardin. Qui ça, nous? Gilberte, Samy et moi. Et vous? Mais vous étiez chez vous. Elle vous a invité à déjeuner chez vous, en somme. Oui, en quelque sorte. Bref, elle nous a fait un repas dans le jardin un samedi midi. C'était un repas délicieux, très raffiné. À côté cuisine, il n'y a pas à dire, elle savait y faire. Moi, j'ai jamais su faire de la bonne pâte à tarte. Alors c'est simple, j'ai simplement enlevé l'envie. Maintenant, je l'achète au supermarché. Oh, ben, c'est moins personnalisé peut-être, mais au moins, on sait ce qu'on mange. Moi, je t'avoue que depuis qu'Eva habite ici, je n'ai pas pu toucher le fourneau une seule fois. Et voilà. Et merci. Samy, qui veut devenir réalisateur, passe son temps à tout filmer. Tu t'arrêtes avec cette caméra. Et ça en agace certaines. Arrête, oui. Elle supportait pas que je la filme. Alors, j'ai commencé à la filmer en cachette, quand elle me voyait pas. Piqué au vif, Samy fait d'Eva sa cible favorite. Tel un paparazzi à l'affût d'une star, il la suit dans les moindres de ses gestes. Sans le savoir, jour après jour, Eva est traquée par la caméra de Samy. C'est à cette époque que Micheline commence à avoir ses premiers trous de mémoire. Et tout commence le jour où elle égare bêtement ses lunettes. Je comprends pas ce que j'ai fait de ces maudites lunettes. J'ai cherché partout. Partout. Non, c'est vraiment un mystère. Tant pis, hein. On va faire sans. Mais enfin, c'est fou, ça. Tu es sûre d'avoir bien regardé dans le Puisque bureau? je te le dis. Et dans le salon? Mais j'ai cherché partout. Non, c'est un mystère, vraiment. Oh. Samy, je t'interdis de me filmer. Eva, c'est pas très grave. Non, c'est pas grave, mais je veux pas. Le lendemain, Eva Janssen trouve les fameuses lunettes là où on ne les attendait pas. Micheline? Micheline, toujours si soigneuse et ordonnée, est consternée. Comment a-t-elle pu oublier ses lunettes dans le réfrigérateur? Mes lunettes dans le frigo. Oh, ça m'a fait peur. Je me suis dit, là, ma vieille, tu commences à dérailler sérieusement. On peut dire que ça a acheté un froid. Bon, on est tous un peu distraits, ça peut arriver. Mais là, quand même... Et la danseuse? Qu'en pensait-elle? Elle essayait de dédramatiser, comme si elle voulait me rassurer. Mais moi, ça m'affolait encore plus. Ces petits incidents à nos âges, on pense tout de suite à Alzheimer. Et puis, à un moment donné, la Eva, elle m'a pris à part. Comme quoi elle s'inquiétait. Elle m'a dit que Micheline perdait souvent ses affaires, qu'elle voulait pas l'admettre, qu'elle avait confiance en moi, qu'il fallait que je lui parle, mais subtilement. Vous l'avez fait? Oui. Le lendemain matin, je l'ai appelée. Et je lui ai dit qu'il fallait quand même qu'elle gère ce genre de problème, parce que ça lui arrivait souvent. Et à mon grand étonnement, elle l'a très mal pris. Mais alors, vraiment très mal. Oui, Micheline est horriblement vexée par ce coup de téléphone et le ton monte. Ta compassion. Tu m'emmerdes avec ta soi-disant bonne santé. Au revoir, Gilberte. Vous vous êtes donc fâché avec Gilberte? Oui. Je me suis laissé emporter. Je lui dis des horreurs. Et à partir de là, on a été en froid toutes les deux. J'étais embêtée. Pour elle, surtout. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vous énervez les gens à ce point-là et qu'ils vous jettent, hein, Pour qu'y y faire. Ça m'amusait pas du tout, cette histoire-là. C'est la vie, hein. La vie continue. Mais Micheline semble vraiment avoir un problème de mémoire. Maintenant, elle éprouve même des difficultés à écrire. J'ai travaillé sur un roman d'aventure, une histoire d'adolescents échoués sur une île déserte. Et plus j'avançais, plus je m'embrouillais. Je comprenais pas ce que j'avais écrit la veille. Je confondais les personnages. En fait, c'était la vraie catastrophe. Et évidemment, plus je m'énervais, pire c'était. Bon, il
Effectivement, il peut m'arriver d'oublier des petits détails, mais là... Et il y a eu beaucoup de petits incidents ou problèmes de mémoire de ce genre? Mais oui, de plus en plus souvent. Histoire de clés que j'avais perdues, qu'on retrouvait dans la poubelle, de robinets que j'oubliais de fermer, enfin des tas de trucs embêtants comme ça qui commençaient à m'inquiéter. Jusqu'à l'histoire de la gazinière. Micheline, tu peux venir s'il te plaît? Regarde, t'as laissé la gazinière ouverte. Ça commence à devenir vraiment sérieux tes problèmes de mémoire maintenant. Tu crois pas qu'il faudrait faire quelque chose? On pourrait aller chez le médecin toutes les deux. Alors elle m'a dit que mes problèmes de mémoire devenaient dangereux et qu'il fallait regarder la vérité en face. Bonjour docteur. Bonjour. Je voulais revenir sur les événements de l'été 2003 concernant Micheline Normand. Vous étiez son médecin généraliste. Oui, Madame Normand est ma patiente depuis de nombreuses années. Effectivement, à cette époque, je l'ai trouvée, anormalement stressée, quasiment déprimée, pas bien du tout, non. Eva Johnson l'accompagnait? Oui, bien sûr. C'est même elle qui l'avait convaincue de venir me voir. Madame Normand présentait des symptômes de confusion mentale, de troubles de la mémoire, mais rien à voir avec la maladie d'Alzheimer. Par contre, on lui a découvert son insuffisance cardiaque. Alors je lui avais prescrit un double traitement, l'un pour le cœur et l'autre pour la mémoire, avec du repos, bien sûr, pas d'émotions fortes. Mademoiselle Johnson vous a fait quelle impression? Écoutez, pour vous parler sincèrement, j'avais vu en elle une femme solide, très calme, extrêmement sensée. J'étais plutôt rassuré que Madame Normand, étant donné son état, fût en sa compagnie. À ce moment-là, je pensais comme le docteur, que j'avais beaucoup de chance de l'avoir à la maison. Micheline a en effet de la chance d'avoir trouvé Eva qui veille sur elle et s'occupe de tout. Ce n'est pas forcément l'avis de Samy, qui ne rate pas une occasion de filmer la jeune femme qu'il trouve pour le moins intrigante. Et c'est ainsi qu'un soir, toujours aux aguets, Samy surprend et filme Eva en train de travailler sur l'ordinateur de Micheline. Qu'est-elle en train de trafiquer? De quel droit se permet-elle d'utiliser le portable personnel de la vieille dame? Pourquoi le fait-elle à son insu? Eva se comporte comme quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Rentré chez lui, Samy visionne les images qu'il a filmées et découvre avec stupéfaction ce que faisait Eva. En analysant les images, il comprend qu'Eva supprimait des pans entiers du livre que Micheline est en train d'écrire, le rendant incompréhensible. Samy décide alors de revoir ce qu'il a filmé il y a plusieurs jours. Et c'est là qu'il fait une nouvelle découverte. Les images sont formelles. En pensant capturer un geste anodin d'Eva, Samy a filmé la preuve que c'est elle qui a subtilisé les lunettes de Micheline le jour où celle-ci les avait perdues. J'ai voulu appeler Micheline pour lui dire que l'autre l'embrouillait et que j'avais des preuves. Mais je suis tombée sur Eva. Elle m'a dit que Micheline ne voulait plus me parler. Et elle m'a raccroché au nez. Samy revisionne tout et veut à tout prix prévenir Micheline de l'étrange comportement d'Eva. J'ai fini par avoir Micheline. Mais... Allô, Micheline? Elle avait les boules après moi. Franchement, sur le moment, j'ai rien compris. Non, elle m'a fait la morale, comme quoi elle était très déçue. Enfin, tout un délire, quoi. Mais je l'ai... Et qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Samy? Elle m'a dit qu'il avait été grossier avec elle. Grossier comment? Samy n'aimait pas Eva. Ça, il s'en cachait pas, c'est vrai. Il allait même aux limites de l'insolence. Mais là, il m'a dit que... qu'il l'avait traité de conne. Et vous l'avez cru?
Mais c'était moi, la vraie conne dans l'histoire. Ben oui, je l'ai cru. Mais oui, bien sûr. Et elle a voulu me fâcher avec lui, vous vous rendez compte, Samy? Ce môme que j'adore, qui est presque comme mon petit-fils. Samy poursuit son inexorable travail sur les images, comme pour se prouver à lui-même qu'il n'a pas inventé cette histoire. Oui, Eva a bien subtilisé les lunettes. Oui, Eva saccage le texte de Micheline. Mais Samy doit partir en vacances dans le sud de la France, et comme il est fâché avec Micheline, eh bien, il ne peut rien faire. Vers la mi-août, quand les gens ont commencé à partir en vacances, Gilberte, Samy, le docteur, tous les voisins, elle a commencé à se sentir plus libre de ses mouvements. Dites donc, Micheline, il est dans un drôle d'état, votre plafond. C'est vrai que les plafonds de ma chambre et de mon bureau avaient besoin d'être refaits. Ils étaient dans un état lamentable à cause d'une fuite d'eau l'année précédente. Elle m'a dit que... Et si on lui donnait un petit coup de propre, qu'elle pourrait y travailler, que c'était l'affaire de 3 jours, et qu'elle le ferait pendant le week-end du 15 août. Moi, j'ai dit oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas. En fait, ça me rendait service. Et voilà comment Eva réussit, par un habile stratagème, à isoler Micheline en l'installant dans la chambre du premier étage. L'escalier reste un obstacle presque insurmontable pour la vieille dame qui, une fois en haut, sera contrainte d'y rester, avec comme seule liberté celle d'épier les gestes d'Eva. Micheline, confiante, prend son mal en patience. Tenez, je vous ai mis vos médicaments. N'oubliez pas de les prendre avant de manger. Merci, Eva. Eva a maintenant conquis le rez-de-chaussée pour elle seule. Et elle vient de prendre possession du petit bureau qui, depuis le premier jour, la fascine tant. À ce stade-là, vous sentiez que ça commençait à mal tourner? Oui. J'étais coincée là-haut. Mon espace se réduisait. Mais je pensais toujours qu'elle me voulait du bien. Je m'accrochais à cette idée. Et elle était toujours aussi aimable avec vous? Non. Elle ne faisait plus d'efforts. Disons que le masque tombait. Merci, Eva. Et j'ai vu son vrai visage le soir où elle a ciré l'escalier. Eva, vous mettez beaucoup trop de cire. Ah bon, pourquoi? Ça va être dangereux. Il suffira de faire très attention. Je lui ai dit. Je lui ai dit qu'elle mettait beaucoup trop de cire. Que ça allait être terriblement glissant. Le piège vient de se refermer sur Micheline. Désormais, l'escalier lui est interdit. Cette nuit-là, j'ai très mal dormi. Et quand j'ai réussi à m'endormir... Bonjour, Micheline. Bonjour, Eva. Bien dormi? Pas du tout. D'ailleurs, il faut que je vous en parle. Cette nuit, j'ai entendu des bruits, plein de bruits. C'est pour ça que j'ai pas dormi. Vous n'avez pas entendu? Bah non. Vous avez dû faire des cauchemars. Mais il n'y a pas les médicaments. Bah non, pourquoi? Mais... Je veux descendre. Mais Micheline, qui vous en empêche? Alors Micheline va faire une tentative pour sortir de sa prison.
Il y a un téléphone là-haut? Non. J'ai jamais éprouvé le besoin de faire installer une ligne à l'étage. Donc pas de téléphone, pas de mail sur votre ordinateur? Non. Vous avez compris. J'étais coupé du monde. Cette fois-ci, Micheline a compris. Elle doit se sauver. Elle appelle au secours. Mais le long week-end du 15 août, il n'y a personne pour l'entendre. Je ne sais pas combien d'heures je suis restée comme ça. Je ne sentais plus rien. Ni chaleur, ni soif, pas même la peur. Mon cœur battait au ralenti. Et puis tard dans la nuit, Eva était là comme un vampire. Ce qu'elle m'a dit, je m'en souviens mot pour mot. C'est gravé dans mon cerveau. Je vais vous raconter une histoire pour vous endormir. Vous aimez les contes, n'est-ce pas? Eva avait un ton inquiétant. Elle a poursuivi son récit. C'est l'histoire d'une petite fille chassée de sa maison avec ses parents. Alors elle danse pour leur faire oublier qu'ils ont perdu leur toit. Elle danse. Elle ne peut pas faire autre chose. Micheline comprend qu'Eva vient lui raconter sa propre histoire. Eva a subi un traumatisme dans son enfance en étant chassée de sa maison avec ses parents. Et c'est en devenant une danseuse appréciée qu'elle a pu gagner sa vie et retrouver sa dignité perdue. En attendant, Eva a complètement redécoré le bureau de Micheline qui s'est transformé en chambre de petite fille. Je partais en vacances dans le Vercors, chez ma sœur. C'était juste la veille du 15 août. Je marchais dans la rue, j'allais à la gare, et tout à coup, je la vois. Elle travaillait dans une agence immobilière. Alors, j'ai fait ni une ni deux, j'ai appelé et j'ai demandé Eva Janssen. Elle prend le téléphone, allô, j'ai raccroché tout de suite. C'était ça, la danseuse. Alors là, je me suis dit, toi, ma petite, c'est quelque chose qui tourne pas rond dans ta petite tête. C'est pas normal, tout ça. Et j'avais raison quelque part, hein. Oui, Gilberte a raison. Eva, dont le comportement est inquiétant, représente un véritable danger pour Micheline. Eva l'a en effet complètement isolée du reste du monde. J'arrivais pas à joindre Micheline, c'était occupé jour et nuit. Alors j'ai appelé Samy. Lui aussi avait essayé de la joindre, mais sans succès. Il était inquiet. Il m'a raconté comme quoi Micheline s'était énervée contre lui, et même qu'elle l'avait engueulé. Tout à fait comme avec moi. Alors j'ai fait ni une ni deux, j'ai pris le premier train. Et Samy et Gilberte, comme deux aventuriers du dimanche, se donnent rendez-vous chez Micheline. Heureusement, ils connaissent bien les lieux et la façon d'y entrer. Ils ne savent pas encore qu'ils sont en train de sauver la vie de leur ami. Qu'est-ce que vous foutez là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis chez moi, figure-toi. Eh ouais, Micheline. Où est Micheline? Et Gilberte découvre avec stupeur l'incroyable décor que l'esprit dérangé d'Eva a recréé dans le bureau de Micheline. Micheline! 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 Gilbert! Appelle les pompiers! La police! S'il te plaît, Micheline, avec... Micheline! 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 Allez, réveille-toi! Micheline, Et dans un crissement de pneus, Eva, la belle Eva, disparaît.
Cette pièce était la chambre d'Eva enfant. Oui. C'est pour ça qu'elle l'a tellement intéressée le jour de la visite. C'est étonnant, non, ce qu'on peut voir avec le recul. J'ai l'impression que cette pièce est à part dans votre maison, non? Oui. Depuis les événements, d'ailleurs, c'est un peu la chambre d'Eva. Elle a failli vous tuer tout de même. Vous lui avez pardonné aujourd'hui? Monsieur Bellemare, j'en veux à l'adulte, bien sûr. Mais je n'arrive pas à en vouloir la petite fille. Et vous pensez que vous auriez pu changer le cours des choses? Si j'avais su. Si nous avions su, mon mari et moi, en achetant la maison, que sans le vouloir, nous avions brisé le rêve d'une petite fille. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait, bien sûr, mais... Eva, complètement désemparée, fonce en voiture, sans destination, sans but. Son rêve vient de s'écrouler. Lorsque Gilberte et Samy m'ont sauvée, elle s'est enfuie en voiture. Elle est partie comme une folle, à toute vitesse. On a retrouvé sa voiture fracassée contre un arbre, à quelques kilomètres. Pauvre Eva. Oui, pauvre Eva. Et vous, Micheline, comment allez-vous? Moi, j'ai eu un peu de mal à m'en remettre physiquement. Mais sur le plan moral, j'ai retrouvé mes amis. C'est le plus important. Vous avez en quelque sorte retrouvé vos repères. Oui. Attention, ça va être un travelling d'enfer. Moteur, action. Mais arrête! Arrête, Spielberg, tu vas nous donner le tournis. Ainsi s'est terminée la terrible aventure de Micheline Normand. D'une certaine manière, elle avait tout d'un conte pour faire peur aux enfants. Elle réunissait les personnages qu'on trouve dans ce genre de récit. La sympathique et fragile grand-mère autour de qui plane le danger, ses amis attentifs et débrouillards qui sont là pour la sauver, et la vilaine sorcière. D'autant plus dangereuse d'ailleurs qu'elle a pris au début l'apparence d'une gentille. Eh bien, c'est ce que s'est dit Micheline. Et dès son séjour à l'hôpital, elle a commencé la rédaction d'un roman à partir de ce qu'elle avait vécu. Le livre, auquel elle a donné pour titre La 7e visiteuse, a connu un beau succès en librairie et il est actuellement en cours de traduction en plusieurs langues. Oui, une jolie histoire. Le tout était d'être là pour pouvoir la raconter.